pigeonnier et colombier. Voilà un thème qui va nous amener aujourd'hui à évoquer le rapport des Français aux pigeons qui a bien changé. Aujourd'hui, on essaye plutôt de chasser les pigeons de nos balcons. Les enfants s'amusent à les faire s'envoler dans les parcs en leur fonçant dessus. Rien à voir avec les us et coutumes d'autrefois, comme en témoignent ces fameux pigeonniers et colombiers qu'on trouve encore dans les paysages de nos campagnes. Témoins des pratiques agricoles et sociales héritées du Moyen-Âge, parfois laissés à l'abandon, ce sont des édifices qui méritent qu'on s'y arrête. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en compagnie de l'historien Éric Labaille. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast ici en région. Bonjour Éric. Bonjour. Éric Labaille, déjà un petit peu de vocabulaire, pigeonnier, colombier, quelles sont les différences et à quoi ça ressemble ? Les pigeonniers sont des colombiers, mais les colombiers ne sont pas forcément des pigeonniers. Voilà qui va nous avancer. Déjà, on commence bien. Donc, le pigeonnier est l'endroit où l'homme a aménagé des lieux de niche pour les pigeons. Jusque-là, c'est à peu près clair. J'ai tout compris. Sauf que ces lieux de niche peuvent être à la fois dans le pignon d'une maison, dans une grange, dans une dépendance, voilà. Ou alors ils peuvent être autonomes, c'est-à-dire constituer à eux seuls un bâtiment. Et lorsque le pigeonnier est un bâtiment à lui tout seul, ça devient un colombier. Voilà qui éclaire notre lanterne. Est-ce qu'il y a d'autres points de vocabulaire à connaître Alors, pour s'aventurer sur ce sujet ? Soyons clairs, je laisse aux puristes le soin de corriger. Je pense que le mot pigeonnier sera beaucoup plus souvent utilisé dans cette intervention que le mot de colombier, sachant que c'est vraiment le terme générique, un pigeonnier. À l'intérieur d'un pigeonnier, à l'intérieur d'un colombier, il y a les petits logements dans lesquels la famille de pigeons vient s'épanouir et élever ses petits. Là, on parle de boulins. Les boulins sont les niches à l'intérieur des pigeonniers. C'est parfois extrêmement spectaculaire lorsque vous entrez dans un colombier, que vous levez la tête et que vous avez un alignement de boulins qui s'élève sur plusieurs étages, même parfois plusieurs dizaines d'étages autour de vous. Vous êtes entouré par ces niches. C'est quelque chose de particulièrement spectaculaire. Et pourquoi avoir ces logements pour pigeons ? D'où ça vient ? Quelle était l'utilité ? Alors, comme souvent, il n'y a pas une réponse unique, c'est le mélange de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est un facteur, je dirais, agricole. Le pigeon est un animal qui mange beaucoup et qui mange à peu près n'importe quoi, c'est connu dans les villes. Et lorsqu'on mange, par définition, ça sort de l'autre côté. Voilà. Et ça fait une fiente qui est assez riche. On pense dans le genre de fiente pour l'agriculture, on pense au guano équatorien. Là, on appelle ça de la colombine, cette viande de pigeon, qui est utilisée dans l'agriculture pour amender les terres agricoles. C'est une fiente qui est riche, qui est très utile et qui est précieuse. Donc, plus on a de pigeons, plus on a de colombines. Plus on a de colombines, meilleures sont les récoltes. Voilà, c'est QFD. La deuxième raison, c'est une raison, je dirais, alimentaire. Nous sommes au Moyen-Âge, sommes à une époque où l'alimentation n'est pas très variée et l'alimentation n'est pas forcément toujours très abondante, surtout en période de crise, en période d'épidémie, de guerre, etc. Donc le pigeon est un apport, un appoint intéressant pour l'alimentation. D'autant plus que si on rassemble les pigeons dans un espace clos, il suffit de prendre une échelle, d'aller se servir dans un moulin. Pas besoin de partir à la chasse. Pas besoin de partir à la chasse, donc c'est beaucoup plus simple. Et la troisième raison, c'est une raison beaucoup plus politique. Alors ça peut paraître étonnant de la part de pigeons d'avoir une vocation politique, mais c'est une raison qui nous fait remonter au XIVe siècle. En 1368 exactement, une ordonnance royale donne le droit aux seigneurs de posséder un pigeonnier ou un colombier, je reviens sur le vocabulaire, un pigeonnier ou un colombier, c'est un privilège qui fait partie de tous les privilèges accordés à l'aristocratie de posséder un colombier. Et on va assister dans les siècles qui vont suivre à une espèce de surenchère entre les seigneurs à celui qui aura le plus grand colombier. Le plus grand colombier, le plus remarquable. Sous-entendu, j'ai un grand colombier, donc je suis plus puissant que le voisin. Et dans les campagnes françaises, c'est le cas. Les colombiers les plus remarquables que l'on voit encore aujourd'hui sont généralement le fait de
seigneur. Alors, je mets un bémol aussi, parce que dans le Midi toulousain, spécifiquement, le privilège va être étendu d'une façon générale aux propriétaires terriens, aux grands propriétaires terriens. Donc là, on peut être seigneur, ou alors on peut, au fil des siècles, être aussi des roturiers qui ont acquis des grandes propriétés, ce qui explique que certains pigeonniers ne sont pas rattachés à une famille aristocratique, mais peuvent être rattachés simplement à une famille de laboureurs aisés, hein. Voilà, donc c'est un moyen aussi d'affirmer sa puissance. Aujourd'hui, ça serait plutôt une belle automobile, et à l'époque, Oui. c'est un beau C'est pigeonnier. surprenant, oui, d'avoir un beau pigeonnier. En quoi c'est symbolique de richesse. Bah, c'est lié aux 2 premières raisons, plus on a de pigeons, bah, plus on a une alimentation, riche, donc on peut manger du pigeon lorsqu'on en a besoin. Bah, avec des petits pois, c'est pas toujours, ça peut être très très bon. Pas obligé Heu de gourmet. Ah oui, oui, alors je laisse les spécialistes nous proposer des recettes. Mais également, lorsqu'on a beaucoup de pigeons, on a beaucoup de fientes, on a beaucoup d'engrais, et donc ça veut dire qu'on peut amender ses terres et que l'on va avoir une Une agriculture bonne prospère récolte. derrière. Tout est lié, tout est lié. Tout est lié, mais pas pour le bonheur de tout le monde. Parce que on va être très concret. Vous prenez un propriétaire terrien, aristocrate ou pas aristocrate, qui a une belle situation, un beau domaine, et qui veut l'affirmer. Il se fait construire un énorme colombier, plusieurs centaines de boulins. Vous imaginez, dans chaque boulin, une famille de pigeons. 2 minimum, 4. Bon, donc vous imaginez le nombre de pigeons. Vous êtes un paysan dans une terre voisine, vous semez votre blé, et vous voyez s'abattre sur votre blé tous les pigeons du pigeonnier du voisin. La plaisanterie est assez difficile à avaler quand même, hein. Donc, ce n'est pas quelque chose de simple à accepter, ce n'est pas évident. Et d'ailleurs, par rapport à cette réalité, la Révolution française va s'en emparer du cas du pigeonnier, et va décider, ça fait partie de la loi du 4 août 1789, sur l'abolition des privilèges, va décider que le fait de posséder un pigeonnier n'est plus un privilège, n'est plus réservé à une certaine caste. Donc tout le monde va pouvoir posséder désormais des pigeons en nombre plus ou moins important, et va pouvoir ensuite avoir son pigeonnier. C'est l'époque où les fermes commencent à se doter donc tout à l'heure je parlais sur les pignons, dans les dépendances, de pigeonniers plus ou moins importants pour pouvoir accueillir des familles de pigeons. Oui, Bah, ça accroît le problème mais des semences grignotées par les volatiles. oui, mais le législateur a tout compris, il a tout Ah, prévu. Ah, attention, la législation de l'époque prévoit que tout le monde peut avoir des pigeons, mais on n'aura pas le droit de les faire sortir en période de semaille. Le résultat, c'est que avoir des pigeons, c'est pouvoir avoir de l'engrais et de la nourriture facile. Le pigeon, c'est un animal qui est très facile à élever, il va se nourrir dans la nature, bon, en mangeant les semailles du voisin, mais c'est pas grave. Si on ne peut pas le faire sortir en période de semaille, il faut quand même lui donner à manger. Donc il faut acheter du grain pour donner à manger aux pigeons. Finalement, c'est le serpent qui se mord la queue. Et paradoxalement, c'est cette loi qui était censée démocratiser l'usage du pigeon va finalement causer sa perte. Et on constate qu'au XIXe siècle, il y a très peu de pigeonniers ou de colombiers construits. Bon, je vous dis, les paysans vont en avoir quelques-uns pigeons, mais ça ne va pas être d'une quantité suffisamment importante pour donner lieu à la construction de bâtiments importants, imposants. Et donc, petit à petit, l'usage du pigeon comme producteur d'engrais et comme nourriture d'appoint va s'étioler et va quasiment disparaître au cours du XIXe siècle. comment fait-on pour faire baisser la population de pigeons et les chasser de tous ces bâtiments qui avaient été construits exprès pour eux? Il suffit de condamner les entrées, il suffit de cesser de les nourrir, il suffit de cesser d'entretenir les populations, ni plus ni moins. Ensuite, les prédateurs font le reste. Voilà une solution radicale et donc qui s'explique par cette révolution et ces mesures qui n'ont pas eu les résultats sans doute attendus. À 2 pas de chez vous, un podcast ici en région. Les pigeonniers, les colombiers sont encore présents aujourd'hui dans nos campagnes, malgré le fait qu'ils soient tombés en désuétude depuis quelques décennies, voire quelques siècles. À quoi ça ressemble aujourd'hui un pigeonnier ou un colombier? Comment on peut les reconnaître quand on les croise dans nos paysages, Éric Labaille? Le pigeonnier, il suffit de regarder sur les murs des fermes. Lorsque l'on voit l'entrée des boulins ou l'entrée d'un espace adapté pour les pigeons, il y a un pigeonnier. Bon.
Les colombiers, c'est plus facile puisque le colombier, je l'ai dit tout à l'heure, est un bâtiment à part entière et donc il est souvent sur le terrain, isolé de la ferme principale ou du corps de bâtiment principal et comme une sorte de tour dressée au milieu d'un champ, au milieu d'une cour de ferme et cetera. Et à partir de là, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit puisque les colombiers sont tous de styles extrêmement différents les uns des autres. Le plus simple, c'est une tour carrée qui ressemble vaguement à une tour de château fort et qui possède des entrées par étage pour pouvoir faire l'accès au boulin pour les pigeons. Ça, c'est ce que l'on va trouver dans toutes les régions de France. Il n'y a pas de spécificité régionale particulière. Ensuite, à partir du moment où les moyens des propriétaires et les possibilités techniques offertes pas aux agriculteurs, aux architectes et aux constructeurs évoluent, on va, à partir du 14e, 15e siècle, avoir des pigeonniers ronds. Donc de forme ronde, à des tours rondes. On peut avoir ensuite tout un tas de variantes, des pigeonniers sur arcade, avec donc les pieds en forme d'arcade ou posés sur simplement des piliers. Donc le pigeonnier est une sorte de cube posé sur quatre gros piliers. On peut avoir, alors, après vous pouvez varier les formes, on a des pigeonniers hexagonaux qui sont parfois assez spectaculaires. Je pense notamment à un pigeonnier qui n'est pas en région toulousaine, qui est en Touraine, à Teneuil, à Panzou, excusez-moi, je confonds les communes, à Panzou, qui est un pigeonnier du XVIIe siècle, qui est proprement exceptionnel, avec une forme hexagonale. On a donc des pigeonniers à toit pentu, on a des pigeonniers à toit plat, on a des pigeonniers avec un toit pentu. Donc non pas pointu, mais pentu, donc incliné sur un côté, qui est généralement le côté contre le vent, de manière à ce que les pigeons puissent s'envoler plus facilement. Alors ce modèle-là est dit le modèle toulousain. C'est le Ah, voilà, donc typique de la région voilà, il y toulousaine. a une spécificité alors quand on dit toulousain, c'est vraiment la région toulousaine au sens très très large du terme, mais c'est effectivement un, un type de pigeonnier que l'on trouve fréquemment dans le midi toulousain. On l'appelle aussi le pied de mulet, ce type de pigeonnier. Vous avez ensuite des colombiers plus ou moins élaborés. Certains sont dotés d'escaliers intégrés, d'autres juste une échelle pour Un monter dans les escalier boulins, pas pour pigeons, je suppose. un escalier pour aller tordre le cou aux pigeons et vérifier que les portées se portent bien. Et puis après, vous avez toute la possibilité de pigeonniers plus ou moins inclus dans le corps de bâtiment, sous forme de tours qui sortent un peu du corps de bâtiment, des clochetons au sommet des bâtiments des fermes. Vous voyez, c'est extrêmement, extrêmement vaste. Les plus spectaculaires sont les pigeonniers montés sur arcade, puisqu'on passe en dessous et on a un bâtiment qui a des allures presque de clocher d'église, en fait. Et on retrouve là cette manière d'affirmer un petit peu son pouvoir et sa richesse, Bien sûr. en choisissant une architecture un petit peu marquante ou qui demande du travail et de la pierre, Bien sûr, le choix technique n'est pas anodin. Un pigeonnier en pierre sera toujours plus prisé pour affirmer son statut social qu'un pigeonnier en bois. C'est une évidence. Et si on fait donc sur arcade, si on fait sur des procédés de fabrication plus coûteux, il est bien évident qu'on a les moyens de se payer ce genre de pigeonnier. Donc c'est encore un élément social à prendre en compte. Quand on se balade à la campagne, il y a des astuces pour, les repérer dans le paysage? Je suppose que ce n'est pas au cœur du village puisqu'on est plutôt sur une pratique, liée à des terres, agricoles. Est-ce qu'il y a, voilà, des petits trucs, on se dit: «Tiens, ça pourrait être un pigeonnier», Oui, il faut regarder déjà les ouvertures. Quand vous avez une tour qui se dresse à quelques dizaines de mètres d'un vieux corps de ferme et que cette tour ne possède pas de fenêtre, il y a quand même de fortes chances pour que ce soit un grenier à blé, soit un pigeonnier, plutôt un pigeonnier. Surtout lorsque vous voyez que cette tour est surmontée de petites ouvertures, toutes petites, qui ne permettent pas d'éclairer l'intérieur, mais qui sont suffisamment grandes pour faire sortir un ou deux pigeons. Bon, là, vous êtes face à un colombier. Et généralement, c'est la localisation qui prime, hein. On essaie d'avoir ces installations près de la ferme. Il est hors de question de marcher 3 kilomètres pour aller manger un pigeon. C'est pas donc on est à quelques dizaines de mètres du corps de la ferme et de manière à ce que lorsque le besoin s'en fait sentir, on sort de la ferme, on va chercher les pigeons ou la colombine, hein. N'oublions pas non plus cet aspect-là pour pouvoir après consommer rapidement. Oui, c'est un petit peu nous, on a un petit encas, on va au frigo
eux, ils allaient au colombier. Voilà, ça a amélioré le repas Le repas du quotidien. dimanche. Mais, c'est la raison pour laquelle vous ne trouverez pas ou quasiment pas, il y a toujours des exceptions, hein, mais vous ne trouverez pas de pigeonnier isolé complètement au milieu de nulle part, au milieu d'un champ. Il y a toujours à 20, 30, 40, 50, parfois 100 mètres maximum, la ferme ou le petit château ou la gentilhommière à laquelle appartient le pigeonnier. Si on est de passage, dans le sud-ouest de la France, est-ce qu'il y a des pigeonniers, à voir, à aller admirer? Alors, il y en a déjà un qui va vous sauter aux yeux, c'est à Muret, puisqu'il y a un pigeonnier sur un rond-point. Vous arrivez Ah, on en peut pas le voiture, là, louper. celui-là, vous pouvez pas le louper. Non, plus sérieusement, donc la ville de Muret possède beaucoup un certain nombre de pigeonniers. Vous avez, Villatte qui en possède également, Pain-Juste-Arrêt aussi, Carbone également. Donc des pigeonniers dont les constructions s'étalent de la fin du Moyen Âge jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Vous savez, avant la fameuse loi, de la Révolution. On a également des colombiers plus récents, notamment à Villariès, un colombier, enfin, ou un pigeonnier qui date du 19e siècle. Alors certains des pigeonniers les plus récents peuvent être construits de façon assez étonnante, sous forme de petites maisons. Mais c'est vrai, une vraie petite maison avec ses toitures, avec ses portes stylisées. On a vraiment l'impression d'avoir fait une sorte de grosse niche de niche de luxe pour les pigeons. C'est assez amusant. Eh bien, merci Éric Labaille de nous avoir fait découvrir, le monde des pigeonniers, des colombiers qu'on peut toujours admirer, dans nos campagnes françaises, entre autres, dans le sud-ouest de la France. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter le livre «Sites remarquables et insolites de Haute-Garonne» aux éditions Ici en Région. Encore merci Éric et au revoir. Merci à vous. C'était À deux pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet icienrégion.fr.